Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui, très bien. Ah, Oui, super. Merci à tous. Alors, on va désactiver les micros un maximum parce que il y a une grosse centaine de personnes inscrites. Donc, si on veut que ce soit fluide, on va se la jouer sans les micros. Donc, on se permettra de désactiver les micros pour les nouvelles connexions. Et faites-en aussi de même si ce n'est pas le cas. Alors, on est donc sur la première version d'une série de 7 webinars, donc dédiés à Microsoft 365, qui est la nouvelle suite phare de Microsoft en matière de travail collaboratif, mais pas que. Et donc cette semaine jusqu'à mardi prochain, on vous propose à chaque fois un webinaire de 30 minutes, toujours à la même heure, 11h30, pour faire un focus sur une solution parmi celles qui composent Microsoft 365. On va donc commencer par les solutions collaboratives avec donc aujourd'hui Teams. Demain, on parlera de SharePoint. Mercredi, on parlera d'Yammer. Et puis après, à partir de jeudi, on basculera sur les solutions plutôt de sécurité, puisqu'il y a beaucoup de sécurité embarquée désormais dans Microsoft 365, avec Intune, MFA, ATP et MIP, pour reprendre les acronymes si chers à Microsoft. Alors, on va donc parler collaboratif. Juste, si vous n'êtes pas inscrit aux autres sessions, vous pouvez tout à fait le faire encore aujourd'hui pour celles de demain et celles qui suivront. À chaque fois, vous recevrez la présentation PowerPoint à l'issue du webinar et surtout, on vous donnera accès au replay si vous avez besoin de revenir sur quelques bonnes pratiques. Voilà pour ça. Donc, si vous souhaitez réagir pendant le webinar, vous pouvez évidemment le faire, mais utilisez le canal de chat pour poser vos questions. On y répondra soit en live si on peut, soit à la fin, dans tous les cas, vous aurez une réponse. Donc, pour ce webinaire, je suis accompagné par notre consultant en solutions collaboratives, Jérémy Goupil. Bonjour à tous. Jérémy qui est donc notre expert sur la solution Teams aujourd'hui. Alors, je vais enchaîner, on va démarrer dans les temps. Donc là, on parle d'un outil de structuration et de gestion de travaux d'équipe. C'est hyper important de remettre en avant les différents usages de chaque solution parce qu'on va voir qu'elles sont parfaitement complémentaires, mais que si on ne les utilise pas bien, des fois, on peut avoir des utilisations qui vont pouvoir venir se phagocyter. Donc, ce serait contre-productif. Donc, on va bien revenir dessus avec Jérémy. Et donc, Jérémy, je vais te laisser la main. Parfait. Je te laisse passer à la slide suivante. Alors, la raison d'être de Microsoft Teams. Microsoft Teams, qu'est-ce que c'est? C'est un outil collaboratif qui est inclus dans la suite Microsoft 365 et c'est l'outil numéro 1 quand on parle de collaboratif au sein de cette solution. Pourquoi? Il a pour but de proposer une nouvelle manière d'échanger des informations dans l'entreprise, alors aussi bien en interne qu'en externe finalement. Et c'est un outil qui se veut plus adapté à nos usages actuels parce qu'on a de plus en plus de travail à distance, parce qu'on a de plus en plus besoin d'échanger sur des projets. Le décisionnel est beaucoup plus facilement accessible pour les collaborateurs et on va avoir besoin d'échanger plus simplement. Donc c'est une nouvelle façon d'échanger, ça passe par le conversationnel. On va essayer de limiter et de stopper la suprématie du mail dans l'entreprise et de faciliter finalement les échanges de fichiers, le partage de compte rendu de réunion ou de tâches. Donc c'est une nouvelle façon de travailler qui se veut assez intuitif, qui veut bousculer un petit peu les modes de fonctionnement historiques et on va le voir par la suite un petit peu comment tout ça est permis. Au niveau des usages, il y a trois grands piliers qui sont inclus dans Microsoft Teams. Le fondement même de l'application, de toute manière, est assez clair. C'est proposer un outil simple et intuitif, conçu pour les collaborateurs finaux et qui vont répondre du coup à ces trois grands usages. Le premier, c'est la gestion de projet en mode collaboratif. Donc, c'est là qu'on va retrouver les concepts de conversation, de stockage documentaire, de gestion de notes partagées et puis d'affectation de tâches, des choses que l'on n'avait pas toujours disponibles dans les suites Microsoft. Alors, évidemment, il y a l'outil de gestion de tâches Project de Microsoft historique, mais qui était assez compliqué à prendre en main et qui était plutôt proposé pour des projets vraiment colossaux. Ici, on va avoir des choses beaucoup plus intuitives, beaucoup plus accessibles pour les collaborateurs finaux, avec une multitude d'outils proposés dans cet outil général. Ensuite, il va y avoir les conversations, on appelle ça souvent du chat.
qui vont être proposés directement dans l'outil et intégrés en remplacement de Skype, qui est plus ou moins connu aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le grand public. Et donc, Teams a vocation aussi de fusionner et d'intégrer directement tout ce que proposait Skype, puisque Skype va mourir en 2021, il a été annoncé par Microsoft. Et donc, du coup, Teams prend le relais sur cette partie conversationnelle, dans le but, encore une fois, de limiter les échanges par mail. Et puis enfin, un autre point qui n'était pas spécialement prioritaire, je pense, au départ, et puis avec les événements actuels, c'est clairement lui qui a pris le pas sur les autres usages de Microsoft Teams, c'est les visioconférences, pour permettre des réunions aussi bien internes et externes de l'entreprise, mais à distance. On n'a plus besoin de se retrouver systématiquement dans les salles de réunion, de faire des déplacements pour pouvoir échanger facilement. Là, avec les visioconférences, on va pouvoir discuter, proposer des solutions, partager son écran, et ce, avec pas mal de personnes. Comme on peut le voir aujourd'hui, on est un peu plus de 90 potentiellement. Donc, du coup, on va pouvoir faciliter finalement les échanges à distance. Et on voit que ça correspond plutôt bien aux besoins actuels. Avec la crise du Covid actuelle, on a une effervescence en termes d'utilisation de Teams pour répondre justement à ces besoins-là. Microsoft Teams est donc un outil fédérateur, assez révolutionnaire en entreprise, parce qu'on a vraiment un changement de paradigme en termes d'usage. Mais il a pourtant certaines limites, évidemment. S'il permet de réduire drastiquement l'utilisation des emails en interne, et on sera à peu près tous d'accord que ça ne fera pas de mal, il ne peut pas remplacer une messagerie professionnelle à 100%. En effet, les échanges, notamment instantanés et ponctuels avec des personnes externes, vont être toujours utilisés par la messagerie Outlook. Dès qu'on a de la ponctualité, quelque chose qui n'est pas récurrent et puis et sur le long terme, et Outlook est évidemment beaucoup plus adapté. Donc, ce n'est pas un outil de messagerie professionnelle tel qu'Outlook, c'est vraiment deux choses assez distinctes. Ensuite, il y a la gestion des accès, qui est un sujet important. Alors, on peut évidemment créer des espaces d'échange hermétiques, sécurisés, pour faire en sorte que seuls des collaborateurs aient accès à l'information. Pour autant, il ne va pas aller aussi loin que d'autres solutions numériques comme on avait par le passé. Si je prends l'exemple des serveurs de fichiers, où on avait une gestion des droits extrêmement poussée sur des niveaux de dossiers 1, 2, 3, 4, Teams ne va pas proposer ça. Il va essayer de faire les choses au plus simple pour justement que ce soit facile à maintenir et facile à gérer par des collaborateurs finaux. De la même manière, c'est un petit peu la grosse différence avec le portail SharePoint, le portail collaboratif SharePoint Online, un autre webinaire qu'on propose par la suite. Teams se veut beaucoup plus simpliste, mais c'est voulu, c'est assumé, et ça répond à des besoins un peu plus généraux que SharePoint, qui là va aller beaucoup plus dans le détail. Et enfin, c'est avant tout un outil de production du quotidien, où on va stocker des documents, on va créer des documents, on modifie, on casse, on améliore, on supprime. C'est pas dans cet outil-là qu'on va positionner des communications globales de l'entreprise, des documents finalisés mis à disposition des collaborateurs, de toute l'organisation. C'est vraiment du quotidien, du productif, de l'échange pur et du travail en équipe. Tout ce qui va être finalisé et mis à disposition de manière descendante de l'entreprise, c'est plutôt le rôle d'un portail SharePoint qui va permettre ce genre de choses, justement avec cette notion de droit d'accès, plus en lecture, mis à disposition des collaborateurs. Là, c'est pas le rôle, encore une fois, de cet outil Microsoft Teams. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à une démonstration. Comme ça va être encore un peu plus clair. Hop, je vais vous partager mon écran. Celui-ci. Ok. Tac. Donc l'application Microsoft Teams, on peut l'installer aussi bien sur un PC Windows, Mac, que son smartphone. Donc on a toutes les plateformes qui sont compatibles avec l'application Microsoft Teams, presque. Et une fois qu'on l'a installé, alors bien qu'on peut l'utiliser en mode web, c'est souvent un peu plus pratique de l'installer sur son poste. On va avoir du coup différents menus.
Et le premier, tout à gauche, est le menu général qui va permettre de naviguer dans les grands usages de Microsoft Teams. L'usage principal, c'est les équipes. C'est là où on va pouvoir faire de la gestion de projet, on va pouvoir stocker des documents pour des projets, des commissions, des événements. Le deuxième, c'est les conversations. Donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir justement ce mode de chat pour discuter avec des personnes, une ou plusieurs personnes, faire des appels vidéo. Mais on va dire que là, c'est plutôt instantané et ponctuel en termes d'échange. Les équipes, c'est beaucoup plus sur le long terme, moyen-long terme, pour pouvoir échanger sur des sujets, sur des thématiques bien précises. Et après, on a d'autres options. On ne va pas spécialement les parcourir aujourd'hui, des liaisons avec son calendrier Outlook ou les notifications au niveau des activités. Si on se concentre un petit peu plus sur le sujet principal de Microsoft Teams, qui sont les équipes. Alors, une équipe, qu'est-ce que c'est? C'est un espace d'échange hermétique, dans le sens où on va pouvoir définir qui a accès à cet espace-là et qui n'a pas accès. Et ça va correspondre à une thématique. Alors, une thématique, ça va être soit un projet, par exemple un projet client, et j'ai besoin d'échanger avec des collaborateurs parce qu'on est plusieurs à travailler sur le projet en question. Ça peut être une commission type comité de direction, comité stratégique, une commission RSE. Donc là, on a une vision beaucoup plus long terme et on va avoir à échanger avec potentiellement un peu plus de personnes. Ça peut être des thématiques spécifiques. Nous, par exemple, chez Dynamics, on a évidemment de la veille technologique à effectuer sur certaines solutions. Et par exemple, sur les solutions de Microsoft 365, on va faire effectuer toute une veille technologique qu'on va se retransmettre ensuite en interne. On va mettre de bonnes pratiques, on va faire des documents finalisés pour de la production. Et derrière tout ça, eh bien, on peut le stocker dans des équipes Teams. Donc, encore une fois, ça peut répondre à différents besoins. Je vais prendre l'exemple du coup de la commission RSE. On a une commission RSE chez Dynamics depuis le début d'année 2020. On avait une démarche RSE depuis pas mal d'années, mais on a officialisé une commission en interne depuis le début d'année, avec pour l'instant 3 grandes thématiques: des actions locales, une plantation d'arbres, et puis la semaine de la RSE. Et donc, dans cette équipe-là qu'on retrouve sur la gauche ici, on va avoir une équipe qui ont les membres de la commission qui vont pouvoir échanger, discuter, partager de l'information au sein de cette commission. Par défaut, on a ce qu'on appelle un canal, donc le canal général, qui est grosso modo un espace de stockage d'informations. Et après, si on veut rediviser cette commission en sous-thématiques, eh ben, on va pouvoir faire d'autres canaux. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Je vais prendre le canal dans lequel j'interviens un peu plus, qui est les actions locales dans les agences Dynamics. L'idée, c'est d'avoir finalement des sous-espaces où chacun va pouvoir intervenir. Bien que moi, j'ai accès à l'intégralité de l'équipe Teams, eh ben, je vais pouvoir intervenir un peu plus précisément sur le canal action locale. Donc un canal, c'est une sous-thématique, un sous-espace pour pouvoir stocker de l'information. Et l'information en question, eh ben, on va pouvoir la transmettre de différentes manières. La première, c'est du textuel. Et là, plutôt que de faire un échange par mail, eh ben, je vais pouvoir publier finalement un message, démarrer une conversation directement dans Microsoft Teams. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que finalement, plutôt que de faire un nouveau mail, de me dire à qui je dois envoyer le mail, le champ A, le champ copie carbone, etc., mettre un objet, l'envoyer à quelqu'un, la personne, elle va recevoir le mail, elle va devoir le reclasser dans un dossier, et si je l'envoie à plusieurs personnes avec des pièces jointes, eh bien, ils vont tous recevoir la même pièce jointe, elle va être dupliquée. Donc les mails, c'est pratique pour tout un tas de raisons, mais lorsqu'on est sur une thématique long terme et surtout en interne, et ben potentiellement, c'est pas spécialement très optimisé. Alors qu'ici, finalement, quand je transmets une information, une communication, et ben, je vais la mettre directement au bon endroit, dans les actions locales de la commission RSE. Je sais déjà que les bonnes personnes vont avoir accès, parce que finalement, tout le monde dans la commission RSE a accès à cette équipe, et je vais pouvoir du coup poser ma question. Par exemple, ici, j'ai pas mal avancé sur la charte RSE, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou pas? Et les personnes vont pouvoir me répondre, puisqu'on a le concept de réponse à des questions, un petit peu comme les mails, ça reste comme une conversation, et on va pouvoir échanger comme ça. On a la possibilité de démarrer des nouvelles conversations, évidemment, et lorsqu'on communique dans Teams, il y a 2 possibilités, et c'est un avantage par rapport au mail, c'est que soit on envoie une information telle qu'elle, et dans ces cas-là, personne n'est notifié, ça évite de polluer finalement le quotidien de ses collaborateurs lorsqu'ils sont en train de faire de la production.
soit on va pouvoir les mentionner avec le arrobase, ce qui nous explique en bas pour mentionner un contact. Et lorsque je mentionne un contact avec le arrobase, je vais pouvoir dire par exemple à Olivier, et bien là, ça va notifier Olivier comme quoi il y a une question qui a été posée et qui attend une réponse de sa part. Donc on peut mentionner une ou plusieurs personnes, évidemment, dans les publications qu'on va effectuer. Donc ça, ce sont les publications dans le but de faciliter les échanges sans avoir à envoyer des mails. Jérémy, j'ai une question à laquelle on peut peut-être répondre là au niveau justement du paramétrage et de la gestion de la création des équipes. De Geoffroy qui demande: que conseillez-vous en termes de bonnes pratiques au niveau du paramétrage de Teams, au niveau de l'entreprise par exemple? Est-il conseillé de laisser à chacun la possibilité de créer des équipes? Avec tout ce que ça peut engendrer derrière en termes d'effectivement d'équipes qui se baladent partout, de documents d'infos redondantes. Qu'est-ce que toi tu préconises? Alors, en effet, l'outil a été conçu pour les collaborateurs finaux, parce que finalement, on a un bouton ici, je ne l'ai pas montré, mais c'est en 2 clics, on a créé une équipe. C'est très simple, c'est voulu, c'est un avantage. Pour autant, plus on va être nombreux dans l'entreprise, plus il y a un risque de, en effet, avoir des équipes qui se dupliquent, parce que je ne fais pas partie d'une équipe, donc je pense qu'il faut que je la crée. Et en fait, elle était créée en amont. De personnes qui nomment entre guillemets mal les équipes. Tout le monde crée un petit peu les équipes à sa sauce. Donc, il y a plein d'équipes tests qui sont créées, etc. Et tout ça fait qu'on peut très vite s'y perdre et avoir des centaines ou des milliers d'équipes qui sont créées juste parce que chacun a voulu faire ses tests. Ça, c'est une des problématiques de Microsoft Teams, parce que c'est très facile. Il y a un risque qu'il y en ait un petit peu dans tous les sens. Et donc, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la gouvernance des outils collaboratifs, et notamment de la gouvernance de Microsoft Teams, pour mettre en place des bonnes pratiques en interne, définir par exemple qui peut créer des équipes. Plus on va être nombreux dans l'entreprise, plus il y a une pertinence à mettre des règles et des stratégies d'autorisation ou non de création d'équipes. Si on est 10 dans l'entreprise, je pense pas qu'il y ait besoin de s'embêter à mettre des stratégies d'autorisation. Si on est 50, 100, 200, 300, bah là, potentiellement, oui, on va pouvoir définir qu'il y a des soit ce qu'on appelle des ambassadeurs, donc des personnes qui ont bien compris les tenants et les aboutissants de l'outil, qui savent comment ça fonctionne, qui connaissent la démarche globale et qui ont une visualisation sur le long terme. Donc, quelles équipes ont été créées, pourquoi, dans quel but, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on crée demain parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Et ces ambassadeurs, par exemple, pourraient être des personnes qui ont les autorisations de créer des équipes. Ou alors, ça peut être des responsables de service ou autre. Mais en effet, on va avoir cette gouvernance qui est extrêmement importante parce que l'outil se veut facile, accessible et donc potentiellement compliqué à gérer sur le long terme. Et ça va vraiment dépendre de vos besoins, de votre organisation finalement. Il n'y a pas de règle générale. Donc on a vu les publications. Il y a également une partie fichier pour stocker des documents, parce qu'évidemment un projet ou une commission sans document, ça n'a pas trop de sens. Et donc ces documents, ils vont être stockés dans Microsoft Teams. Donc si j'ai des documents que j'avais à la base sur mon bureau ou sur un serveur de fichiers ou sur un NAS, eh ben, je vais les déplacer dans Teams. Ce sera des nouveaux documents. Il faudra que j'archive les anciens pour pas me mélanger. Je vais pouvoir créer des documents directement ici. Je vais pouvoir créer des dossiers ou des sous-dossiers. Je peux les charger depuis mon poste, évidemment. J'ai une possibilité de synchronisation pour accéder en mode déconnecté à mes documents, ce qui me permet par exemple de travailler dans le train sur des documents, même sans avoir de connexion Internet. Je modifie mes documents et dès que je vais retrouver une connexion Internet, et ben, tout ça va se synchroniser automatiquement sans que j'ai rien à faire. Donc ça, c'est vraiment pratique lorsque j'ai besoin de travailler en mode déconnecté sur des documents. Et après, je vais pouvoir ajouter d'autres applications. Par exemple, il y a l'application OneNote. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une application qui permet de prendre des notes, tout simplement, des comptes rendus, qui existe en autonomie. On peut très bien avoir un usage de OneNote parce qu'on avait l'habitude d'avoir besoin de prendre des notes, mais qui s'intègre parfaitement avec le concept d'équipe dans Microsoft Teams, puisque finalement, je sais que, par exemple, dans mes actions locales, on est on a un binôme à travailler dessus. Et ben, si j'ajoute ici une application OneNote qu'on retrouve ici là, et ben, je vais pouvoir du coup prendre directement mes comptes rendus de réunion au sein de ce OneNote en question, et toute la commission aura accès au OneNote. Donc du coup, j'ai plus besoin de me renvoyer des mails de compte rendu en fin de réunion pour que les personnes qui n'étaient pas présentes aient accès à l'information. Je sais directement que les bonnes personnes auront accès. J'ai plus besoin de me poser de questions et finalement, bah, je gagne en productivité et en rapidité d'exécution. Donc ça, c'est pour la partie prise de notes. Et puis après, évidemment, je vais pouvoir stocker différentes
différentes pages pour prendre des notes selon les différentes réunions. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, qui est quand même assez intéressant parce qu'il n'y avait pas grand-chose de proposé auparavant, c'est l'outil planner ou planificateur, ça dépend comment on l'appelle. Donc pareil, on a la possibilité d'ajouter des applications et on peut choisir le planificateur. Et ça va me permettre d'affecter des actions, des tâches à des collaborateurs. Donc là, j'ai repris les différentes sous-sections de la commission. Et donc, par exemple, je sais que dans les actions locales, j'ai 6 tâches qui sont terminées, qui ont été affectées à un ou plusieurs collaborateurs. Donc, il y en a une qui est en cours. On voit une petite bulle d'eau ici qui est en train de se remplir, donc la préparation du CODIR. Et j'ai la présentation du CODIR qui devrait être effectuée le 21 septembre ici, c'est du décisionnaire. Quand je clique sur une tâche, je peux avoir un peu plus de détails. Donc, il y a la progression, est-ce qu'elle a démarré ou pas, la priorité, une date de début, une date d'échéance. Je peux prendre des notes ou ajouter des listes de contrôle, donc une espèce de liste de courses, de tâches à effectuer pour valider cette tâche complète. Et ça va me permettre d'avoir un visuel global. S'il y a un chef de projet, par exemple, ou un responsable de commission RSE, il a une vision globale de où est-ce qu'on en est dans les différentes actions à mener. Et le plus important, c'est finalement ces graphiques. Parce qu'en 2 temps 3 mouvements, je vais avoir un visuel des tâches qui sont terminées, en retard, en cours ou en attente, avec la redirection par compartiment, les actions locales, plantation d'arbres, semaine de la RSE, et les affectations aux membres. Et par exemple, je vais pouvoir voir qu'un membre ne fait plus partie de la commission ou il a plein de tâches qui ne sont pas réalisées. Et donc peut-être qu'il y a des tâches qu'il faut valider ou mettre à jour directement sur le planning. Donc, on a dans une commission, dans une thématique, dans un projet, le moyen d'échanger de l'information, donc les publications, pour éviter les mails. On a le moyen de stocker des documents avec la partie fichier, et ce, de manière synchronisée, en mode déconnecté et en collaboration pour travailler à plusieurs sur le même document. On a la possibilité de prendre des comptes rendus dans le OneNote et de s'affecter des tâches sur le planeur. Finalement, on a à peu près tous les outils qui sont importants pour une gestion de projet assez light. On n'est pas sur un projet à 50 personnes et des échéances extrêmement compliquées avec des jalons et des choses liées, mais on a déjà un outil qui permet de faire pas mal de choses pour suivre finalement l'avancement d'un projet. Merci Jérémy pour cette démo. Alors, il y a des questions, je vous propose d'y répondre à la fin si des gens souhaitent partir avant ou à midi pile. De toute façon, on va enchaîner assez rapidement. Alors, les nouveautés. On a repris la présentation. Je ne sais pas si c'est moi qui présente ou si c'est toi. Oui, je l'ai reprise normalement. Ok. Au niveau des nouveautés, il y a une nouveauté assez importante qui est sortie en juin 2020, qui était la personnalisation d'arrière-plan. Ça a commencé par le flou, qui était déjà pas mal quand on était surtout en télétravail. On pouvait flouter ce qui se passait derrière, et donc du coup, s'il y a les enfants ou s'il y a notre appartement ou enfin bref, des éléments personnels, on pouvait les masquer et avoir que notre tête. On a depuis peu la possibilité d'afficher un arrière-plan, un fond d'écran personnalisé, plus ou moins douteux comme on peut voir ici, mais du coup ça va permettre en effet de masquer des choses personnelles qu'on pourrait avoir de visu. Ensuite, on a la possibilité de monter jusqu'à 300 personnes en réunion depuis juin 2020, encore une fois, donc énormément de nouveautés sur l'application. Donc on n'est pas illimité, mais pas loin. Quand on arrive à 300 personnes en réunion qui peuvent échanger, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, on a les visuels qui ont augmenté. Au départ, on n'avait que 4 personnes en visuel qui étaient possibles. On est passé à 9 en courant d'été. Et Microsoft a annoncé en début septembre là qu'on pouvait aller jusqu'à 49. C'est le temps que ça se déploie dans les portails. Et on pourra aller jusqu'à 49 personnes en visuel directement dans les équipes, dans les présentations. Et une grosse nouveauté qui est arrivée fin juillet, qui était très attendue, c'est le fait de pouvoir avoir des fenêtres secondaires. Parce qu'avant, on avait une application Microsoft Teams qui était ouverte et uniquement. Et depuis fin juillet, on a la possibilité d'avoir d'une part sur un écran, alors on ne voit pas très très bien, mais en fait on a une première fenêtre projet SDM, visualisation outil planner, avec Fabien et Pascal qui apparaît. Et derrière, il y a une autre fenêtre qui va me permettre de naviguer dans mes équipes, de naviguer dans mon calendrier, etc. Et ça, c'est super pratique parce que derrière, d'un côté, on peut avoir les conversations ou une présentation, et de l'autre côté, on peut continuer à naviguer dans ses équipes et faire ce qu'on a l'habitude.
Merci Jérémy. Donc tout ça pour dire, hein, je me permets de compléter que on est sur un outil qui vit et qui a toujours plein de nouveautés, qui s'enrichit toujours plein de nouveautés. Donc on est vraiment sur une plateforme apprenante et innovante. Donc il y a effectivement tout un tas de nouveautés auxquelles qu'il faut essayer de suivre. Au niveau de la partie licence et tarifs pour Teams, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Teams n'existe pas, n'est pas disponible en produit seul, en produit standalone, comme on dit dans le milieu. Teams est disponible dans tous les plans business Microsoft 365, donc le basique, le standard, le premium, avec les mêmes fonctionnalités. Et Teams est aussi présent dans les plans Enterprise, mais les plans Enterprise concernent les entreprises et les organisations de plus de 300 personnes. Donc là, je me suis concentré sur les TPE, PME, donc moins de 300. Mais en tout cas, Teams est vraiment dans l'ensemble des plans, mais n'existe pas tout seul. Voilà ce qui est important d'avoir en tête. Alors, la valeur ajoutée de ce produit, je pense que vous en avez perçu pas mal. La première, c'est qu'effectivement, on est sur un outil qui vous permet de structurer vos projets, en fait. Rien qu'à l'utiliser, vous commencez à structurer vos projets et ça, c'est intéressant quand vous souhaitez, consolider, mettre en place, une gestion d'équipe. On a ensuite, évidemment tout ce qui est mobilité, collaboration, qu'on va permettre à travers ça, puisqu'on va permettre, des interactions, on va permettre, du mode déconnecté, on va permettre, de l'accès sur, différents équipements, différents devices dans l'entreprise ou pas. On a une productivité qui est optimisée. Voilà, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est, on s'affranchit d'envoi de mails intempestifs avec des personnes en copie et des pièces jointes, un peu plus compliquées à gérer. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un canal dédié sur lequel on peut collaborer, interagir à plusieurs. Et ensuite, on a bien sûr une communication qui est, fluidifiée à travers, le canal de chat, notamment. On peut laisser un message, qui sera lu, à un moment donné par les personnes. On peut échanger de différentes manières et là encore, ça structure aussi, la communication de l'entreprise. Donc on est vraiment sur un outil qui, heu, révolutionne en quelque sorte le quotidien. Nous, on en a fait l'expérience aussi. Moi, quand j'arrivais au bureau il y a 2 ans, j'allumais, ma messagerie, mon Skype et puis, mon ERP. Aujourd'hui, j'allume toujours ces 3 là, sauf que maintenant je mets le Teams en plus et je me sers quasiment plus du Skype. Donc on est vraiment sur un outil du quotidien. Alors, comment Dynamics vous accompagne autour de Skype? Donc nous, ce qu'on prévoit pour chaque brique, hein, collaborative, de Microsoft 365, c'est ce qu'on appelle un pack starter. C'est simplement un forfait de service qui vous permet de vous embarquer, le plus vite possible et de la meilleure manière possible dans la solution. On est clairement sur de la transition au changement, donc l'idée, c'est de faire en sorte que le temps d'expérimentation des utilisateurs soit le plus court possible pour que vous puissiez utiliser de la meilleure manière possible l'outil, dans votre entreprise et pour éviter aussi, les usages, qui ne seraient pas, conformes, par rapport à ce à quoi a été, imaginée la plateforme. Donc ce pack starter, il comprend, toute une phase de conseil et d'étude de vos besoins, puisque là, on l'a dit, hein, c'est un outil qui est très simple d'accès, donc il faut vraiment que, derrière, faire attention à ce que les utilisateurs s'en saisissent, c'est une très bonne chose, mais il faut aussi, bien cadrer les usages. Donc pour ça, on vous accompagne. On rédige également une note de cadrage. Ensuite, ça va beaucoup passer par de la formation et du transfert de compétences. Formation auprès des utilisateurs évidemment, transfert de compétences si vous le souhaitez auprès soit de vos ressources IT, soit de vos ambassadeurs. Mais la clé, elle est là, hein. On est vraiment sur de l'éducation, autour de l'usage. Et il faut vraiment pas sous-estimer cet aspect-là. On a en plus créé un guide de l'utilisateur, donc dans lequel on va retrouver un pas à pas. Si vous avez par exemple des nouveaux arrivants, ça peut être l'occasion de lui remettre en même temps que, je ne sais pas, votre charte informatique par exemple. Et c'est vraiment très pratique pour se faire à l'outil, au départ. Et puis derrière, puisqu'on aime bien quand les choses, se passent bien, chez nos clients, on fait toujours un rendez-vous de suivi et de feedback et si besoin, on opère à des ajustements au niveau des usages, au niveau des utilisateurs. Donc ça, c'est un pack qu'on fait à 1 920 € hors taxe, et qui donc, comprend, tout l'embarquement donc dans la solution et dans la bonne utilisation de cette solution Teams. Voilà, je terminerai simplement avant de passer aux questions sur, le partenariat avec Microsoft puisqu'aujourd'hui, donc on est Microsoft Gold Partner. Il est évident que, il est primordial quand on met en place ce genre de solution de s'appuyer sur le bon partenaire et notamment pour, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet de cet outil qui évolue, donc il faut être au plus près des équipes Microsoft et aujourd'hui, nous, c'est notre partenaire numéro un, donc on est vraiment au plus près des équipes support, des équipes produits, des équipes, techniques.
ce qui nous permet de nous former beaucoup parce que les plateformes le réclament et donc ce qui nous permet d'avoir un niveau d'expertise vraiment intéressant sur cette plateforme. Voilà pour cette présentation. Il est midi, on va pouvoir passer aux différentes questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Alors je vais les reprendre dans l'ordre évidemment. Quid de la fusion des documents en cas de modification hors ligne et en ligne lors de la synchronisation? Alors, le principe est plutôt simple. On imagine que je pars dans le train, j'ai plus de connexion Internet, je commence à modifier un document que j'ai synchronisé préalablement. Donc, il y a des modifications qui vont être effectuées du coup en local sur mon poste, parce que je n'ai pas de connexion Internet, donc ça reste en local sur mon poste. En même temps, j'ai un de mes collègues qui était connecté à Internet, qui a fait des modifications sur le même document. Lorsque moi, je vais me reconnecter à Internet, évidemment, il va y avoir un conflit, puisqu'il y aura deux modifications qui auront été effectuées plus ou moins en même temps, et là, il faut bien prendre une décision. Et ben, le principe, c'est que l'application de synchronisation qui s'appelle OneDrive va nous dire il y a un conflit de modification. Est-ce que vous voulez modifier le document en écrasant le document avec vos modifications à vous? Donc, j'écrase potentiellement ce qu'a fait mon collègue. Ou est-ce que vous voulez annuler vos modifications pour récupérer ce qu'a fait votre collègue? Ou alors, vous pouvez garder les deux versions, donc en document 1 et document 2. Et après, avec les outils Microsoft Office, type dans Word, on peut voir les modifications et comparer deux documents. On va pouvoir du coup fusionner le document final. Donc, en aucun cas, il y aura une perte d'information. Sauf si on écrase volontairement les éléments. Mais ça va être à nous, du coup, de gérer les modifications et de comparer les documents avec les outils inclus dans Office. Donc, c'est pas Teams ni la synchro qui permet d'avoir des outils complémentaires de fusion. C'est les outils natifs type Word qui permettent de comparer des documents. Peut-on ajouter des personnes qui ne font pas partie de notre entreprise? Alors, on peut en effet intégrer des personnes externes dans Microsoft Teams. Il y a des règles, des stratégies plutôt à mettre en place sur le portail d'administration de Microsoft Teams pour autoriser ou non des personnes externes. Et une fois qu'on a mis les autorisations, du coup, on va pouvoir inviter des personnes. Elles devront se créer un compte Microsoft gratuitement. Soit elles ont déjà Microsoft 365, donc pas de souci, soit elles n'ont pas du tout Microsoft 365. Elles devront se créer un compte Microsoft outlook.com ou outlook.fr pour ensuite rejoindre Microsoft Teams et pouvoir échanger au même titre que tous les collaborateurs internes dans une équipe. Et merci à Geoffroy qui avait répondu. Comment connecter le planificateur de tâches et Outlook? Alors, le planificateur de tâches chez Outlook est normalement automatiquement intégré si vous avez la technologie Exchange Online. Désolé, c'est un peu plus technique. Mais par contre, il n'est pas intégré avec son calendrier individuel. C'est assez perturbant. Il y a des raisons potentiellement compréhensibles de la part de Microsoft pourquoi il l'a fait comme ça. C'est que si on commence à voir toutes les tâches des planificateurs dans son Outlook, l'Outlook va être vraiment surchargé, il va y en avoir un peu dans tous les sens. Je pense que ça a été assez volontaire. En fait, les tâches que l'on va avoir dans des planificateurs vont être intégrées dans des calendriers partagés. Donc, normalement, si vous allez dans la section calendrier d'Outlook, vous allez avoir calendrier partagé qui va être tout en bas des différents fiches de calendrier. Et après, si vous affichez le calendrier partagé justement d'une équipe Microsoft Teams, vous allez voir toutes les tâches qui ont été affectées. Et ça permet du coup d'avoir des notifications, d'avoir du visuel, tout en allégeant finalement son calendrier individuel, ce qui va me permettre par exemple d'avoir une plage horaire d'une demi-journée pour travailler sur un projet dans mon calendrier individuel. Je sais que je suis occupé toute la demi-journée. Par contre, si je veux du détail, eh ben, je vais afficher un calendrier partagé. Ok, merci. Peut-on travailler à plusieurs sur un même document partagé? Alors la réponse est oui, et on peut le faire peu importe l'outil derrière. Aujourd'hui, on parle de Microsoft Teams, demain, on parle de SharePoint, ouais, on peut parler également de OneDrive ou d'autres outils. Peu importe les outils, le concept est le même, on peut faire de la coédition. La coédition, qu'est-ce que c'est? C'est j'ouvre un document, je suis tout seul à travailler dessus, une autre personne ouvre le document en même temps, et bien on va être tous les deux connectés sur le document. Et on va pouvoir faire des modifications. Donc chacun va pouvoir modifier ses paragraphes, et en direct, on va voir les modifications apportées. C'est super pratique quand on a justement des présentations à créer, lorsqu'on a des comptes rendus ou des prises de notes ou des appels d'offres à analyser ou à modifier. Et techniquement, on peut monter jusqu'à 99 personnes sur le même document. On va pas se le cacher, au bout de 10, ça devient un petit peu le foutoir, mais ça fonctionne très bien, surtout lorsqu'on travaille en ligne. Il
vaut mieux privilégier le navigateur lorsqu'on fait de la coédition. Ok. Autre question, quand on charge un fichier dans l'onglet fichier, cela crée automatiquement un SharePoint derrière. Est-ce que c'est idem pour synchroniser Est-ce que c'est OneDrive? Alors, techniquement, oui, lorsqu'on crée une équipe Teams, derrière, il y a un site SharePoint qui est créé. Ça, c'est de la pure technique, c'est les rouages Microsoft. Fonctionnellement, c'est ce qu'il ne faut surtout pas dire aux collaborateurs finaux, pour la simple et bonne raison que c'est déjà un petit peu compliqué parfois ou un petit peu flou de voir la différence entre un SharePoint et un Teams. Si on commence à dire à ses collaborateurs finaux que Teams derrière c'est du SharePoint, c'est le meilleur moyen de perdre tout le monde. Donc techniquement, en effet, lorsque je fais une équipe Teams, ça fait un site SharePoint et tout ce qui est dans les fichiers, ça va dans une bibliothèque de documents SharePoint. Donc tous les documents qu'on charge dans Teams vont être chargés dans le site SharePoint derrière. Mais fonctionnellement, il faut bien expliquer aux collaborateurs que Teams, c'est de la gestion de projet, du partage, de l'échange, alors que SharePoint, de manière générale, c'est quand même plutôt de la documentation qui est descendante et finalisée. Et pour la synchronisation, là, c'est le marketing Microsoft qui est des fois un petit peu douteux. Il y a une application qui s'appelle Microsoft OneDrive, qu'on peut installer sur Windows ou macOS, qui permet de synchroniser des documents. Donc, c'est un outil de synchronisation Microsoft OneDrive qui permet de synchroniser du SharePoint, de synchroniser du Teams, de synchroniser l'espace OneDrive. Et donc, c'est le même outil à chaque fois qui est utilisé. Il ressemble à un petit nuage bleu et qui apparaît en bas à droite de votre écran à côté de l'heure. Ok. Est-ce qu'on peut faire des visios avec des externes n'ayant pas Teams? Tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas d'outil Microsoft 365. Le principe est relativement simple. On envoie une invitation par mail ou de n'importe quelle manière. C'est un lien Internet. Peu importe les outils que j'ai à disposition où je suis sur la planète, tant que j'ai un navigateur Internet ou plutôt une connexion Internet, je clique sur le lien, ça me redirige en général dans mon navigateur. Soit j'ai l'application Microsoft Teams, elle va se lancer automatiquement, soit je l'ai pas. Et là, je peux la télécharger gratuitement en ligne, parce que Teams est gratuit comme Skype de manière globale pour les non-professionnels. Ou alors, bah, je vais aller dans mon navigateur et je vais pouvoir suivre la conférence ou la réunion directement depuis mon navigateur. Je vais pouvoir voir l'écran partagé, je vais pouvoir faire du conversationnel, je vais pouvoir discuter, et j'ai les mêmes possibilités finalement. Ok. Est-ce que Jérémy, tu as une date de mise en service pour les 49 personnes en visuel? Alors de mise en service, malheureusement non, c'est pas possible parce que étant donné le nombre de portails Microsoft 65 déployés dans le monde, Microsoft ne peut pas tout faire en un jour. Par contre, ils ont annoncé que donc c'est en preview, c'est des choses qui sont mises à disposition pour les personnes qui ont mis leur portail en acceptant les mises à jour vraiment récentes. Donc potentiellement, ça peut changer sur le long terme, ça peut être un petit peu instable entre guillemets en preview. En général, ça se passe très bien. Et donc la preview a été lancée le 11 septembre 2020. Donc maintenant, d'une part, ça met du temps à arriver sur les différents portails. Par exemple, nous, on ne l'a pas tout de suite. On l'aura peut-être dans quelques jours ou quelques semaines. Mais on sait que ça va arriver. Et d'autre part, il faut qu'elle soit en ce qu'on appelle general release, donc grosso modo finalisée, validée techniquement et on est sûr que tout fonctionne bien pour ne plus être en preview, mais de manière générale disponible à tout le monde. Donc ça peut prendre plusieurs semaines ou peut-être un mois ou deux, le temps que tout ça se mette en œuvre. Et par contre, j'ai pas de date évidemment, parce que ça va dépendre des portails et des régions. Ok. Autre question. Quelle est la relation entre Teams et SharePoint? Donc ça, j'en ai pas mal parlé. Donc c'est vraiment lié techniquement. Teams n'est qu'une surcouche à SharePoint et à Exchange et à Skype. Tout est basé sur SharePoint, c'est la pierre angulaire. Et finalement, Teams, c'est la surcouche pour rendre facile le déploiement d'équipe, la gestion des droits d'accès, etc. Et derrière, tout est sur SharePoint. Maintenant, fonctionnellement, encore une fois, c'est deux produits totalement différents, ils n'ont pas les mêmes usages et les collaborateurs ne s'en servent pas de la même manière. Ok. La planification de visio impose-t-elle Exchange? Non. Non. Alors, j'ai eu un cas il y a assez longtemps. On peut planifier des événements Microsoft Teams sans avoir d'Exchange. J'ai un petit doute. Il me semble que non. On n'est pas obligé. Maintenant, je reviendrai vers vous parce que je ne suis pas 100% sûr de moi. Il y a pas mal eu de changements sur cette partie-là.
Alors, le pack starter est proposé pour combien de personnes? Alors, le pack starter, on est sur un format outre prise de besoin, validation des bonnes pratiques, de la gouvernance, etc., qui est plutôt avec des comités de direction. On a surtout finalement l'atelier de mise en production qui nécessite d'avoir du monde autour de la table. Et cet atelier, soit on fait une formation assez descendante, et parce que vous n'avez pas de besoin, on peut avoir, je sais pas, 20, 30 personnes autour de la table, parce que finalement, c'est surtout le formateur qui va transmettre l'information. Si par contre, et c'est un petit peu mieux, on a un cas concret dans l'entreprise et on se dit, OK, on va se servir de cet atelier pour mettre en place cette nouvelle équipe, pour valider comment on va échanger, pour commencer à stocker des documents, pour planifier des échéances et des tâches. Donc là, on a vraiment du concret, avec beaucoup d'interactions du coup entre les différents collaborateurs autour de la table. Avoir une dizaine de personnes maximum autour de la table, c'est quand même plutôt pas mal parce que comme ça, tout le monde comprend bien comment ça fonctionne, quitte à ce que ces personnes deviennent finalement un peu des ambassadeurs et retransmettent l'information plus largement dans l'entreprise. Donc, il n'y a Alors, pas de rupture, il n'y a pas de maximum, mais euh, entre 10 et 20, on est plutôt bien. ouais. Et alors, la question se posait peut-être aussi pour l'aspect formation des utilisateurs, auquel cas, de base, c'est plutôt 20, parce qu'on privilégiait quand même le présentiel. Aujourd'hui, Ça a pas mal changé, ouais. la donne change, donc ça peut évidemment être plus si c'est à distance. Oui, en soi, une formation Teams sur, on va dire, les basiques très light, on peut faire en plus plusieurs sessions, par exemple 2 sessions de 2 heures. Et dans ces cas-là, si on fait ça à distance, il y a pas vraiment de limite. Tout à fait. Alors, je n'ai pas compris comment les membres d'un canal sont informés d'un fichier mis à jour ou d'un nouveau fichier. Alors, il n'y a pas de notification automatique lorsqu'un document est créé dans Microsoft Teams. Et c'est à mon sens plutôt une bonne chose parce que sinon on serait vraiment pollué de notifications. Encore une fois, cet outil a pour vocation de limiter finalement la pollution dans son quotidien. Quand je suis en production chez un client, moi j'en avais marre de recevoir 15 mails par jour pour des choses où je suis en copie. Grâce à Teams, j'ai beaucoup moins de notifications polluantes et on m'informe uniquement lorsqu'on attend quelque chose de moi ou qu'il y a une chose importante à donner. Et donc, quand on ajoute un document, en effet, il n'y a pas de notification. Donc, l'idée, c'est de passer ensuite dans la partie conversation. Si jamais c'est quelque chose d'important, parce que, je sais pas, il y a un comité de direction qui doit ensuite analyser le document et on demande une validation, et ben, du coup, on va aller dans les conversations. On va mentionner les personnes, donc avec l'arrobase. Donc, soit les personnes une à une, soit on mentionne l'équipe complète avec le nom de l'équipe. Et on va dire, bah voilà, pour information, j'ai mis à dispo ce document. On peut même mettre le lien pour y accéder directement en pièce jointe. Donc c'est une pièce jointe en forme de lien. Et derrière, tout le monde aura la notification comme quoi il y a le document qui a été mis à dispo. Donc c'est du manuel. Ok, alors l'invitation de personnes externes est possible mais limitée. Comment inviter un externe qui n'a pas de compte Microsoft? Quel parcours simplifié pouvons-nous lui proposer? S'il n'a pas de compte Microsoft, il ne pourra pas accéder à l'application Microsoft Teams. Donc il faut absolument, à un moment donné, qu'il ait un compte. Si on prend le cas où il n'a pas de compte, bah, soit vous lui donnez une procédure pour lui expliquer comment créer un compte Microsoft. C'est relativement facile. Vous allez sur, je sais pas, outlook.com, vous faites créer un compte, adresse mail, identifiant mot de passe, et puis c'est fini. Et après, vous pouvez l'ajouter directement dans l'équipe en tant que personne externe. Si c'est compliqué dans le process, où il y en a énormément, bah, vous pouvez le faire pour lui. Et encore, il lui faudra une adresse mail, donc il va recevoir une notification. Euh, il y a la possibilité de créer des comptes externes, des comptes d'utilisateurs externes au sein de son portail. Ça pourrait peut-être répondre aux besoins, parce que finalement, c'est vous qui allez créer l'adresse de connexion, c'est vous qui allez définir le mot de passe, et ensuite vous pourrez donner ces identifiants à la personne en question par mail. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça au téléphone. On pourra revenir vers vous si vous nous envoyez un mail ou si vous nous demandez des informations complémentaires par la suite. On pourra vous expliquer tout ça. C'est un peu technique. Alors, quels sont les prérequis pour un autocom pour pouvoir faire fonctionner la téléphonie d'entreprise avec Teams? Alors, très bonne question. Et je ne vais pas avoir la réponse aujourd'hui. Il y a pas mal de prérequis, en effet, pour lier sa téléphonie physique avec du Microsoft Teams, tout en sachant qu'il y a quand même quelques contraintes sur Microsoft Teams au niveau téléphonique. On n'a pas l'étendard des possibles que pouvait avoir Skype entreprise, en tout cas à l'époque. Certaines contraintes, pour autant, ça évolue très vite et il y a de plus en plus de fonctionnalités.
Pareil, on reviendra vers vous par la suite. Il y aurait trop de temps à passer pour cette partie. Ok, on arrive au bout, il me semble. Le replay, vous l'aurez donc, oui. Il me semble qu'un invité à une réunion Teams extérieure peut le rejoindre en choisissant juste un pseudo. Alors, on peut le faire sur une réunion, tout à fait. Lorsqu'une réunion invite des personnes qui n'ont pas du tout de compte Microsoft, c'est ce que je vous disais, ils vont dans le navigateur et en effet, là, ils peuvent taper un pseudo et du coup rejoindre la réunion, ce qui est quand même plutôt pas mal parce qu'on est sur du ponctuel et je ne veux pas créer un compte Microsoft juste pour une réunion spécifique. Par contre, dès qu'on doit l'intégrer dans une équipe, là, c'est du plus long terme, donc c'est un peu plus contraignant. Et j'avais donc une dernière question que j'ai passée, pardon. Est-ce qu'il y a une passerelle de visio entre Teams et Zoom? Aucune idée. J'aurais tendance à dire non. J'ai vu qu'il y avait des partenariats qui étaient faits avec Slack notamment pour faciliter justement les échanges, mais avec Zoom, il ne me semble pas. Euh, mais la question reste à creuser. J'ai pas l'élément comme ça. Ok, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à ceux qui ont répondu aussi aux questions dans le module de chat, ça nous permettait de gagner du temps. C'est aussi ça, l'esprit collaboratif, quelque part. Donc, encore une fois, vous allez recevoir la presse, un lien replay. Si vous souhaitez aller plus loin, les équipes dynamiques sont évidemment dispo pour des questions ou envisager autre chose même. En tous les cas, demain 11h30, c'est SharePoint. Donc vous pouvez vous inscrire. Je vais vous remettre dans le canal de chat le lien vers le site si vous souhaitez vous inscrire à d'autres sessions si besoin. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit et surtout portez-vous bien et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.